For over 4 decades, the Libyan people had lived under the rule of a tyrant who denied them their most basic human rights. We must keep on with the NATO mission. We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice. Notre position est claire. Monsieur Kadhafi doit partir. Kadhafi, un dictateur hors norme, aux 1000 vies. Longtemps parrain du terrorisme international, ennemi juré de l'Occident. Puis, au cours de la décennie écoulée, allié véritable, au nom de la lutte antiterroriste, du pétrole, de la réelle politique. Finalement combattu, chassé, traqué. Voici les coulisses de l'ultime face-à-face entre Kadhafi et l'Occident. Ce jour-là, un bain de foule au milieu de ses partisans, pour signifier au monde qu'il demeure le maître incontesté de la Libye, après 42 ans au pouvoir. Car en ce début d'année, le vent des printemps arabes vient de se lever. Les jeunesses d'Égypte et de Tunisie, mobilisées notamment par Internet, ont fait chuter ses voisins, Ben Ali et Moubarak. فوزي كان هذا بيسموها انتم ثوره والا يعني هي هناك ثوره محترمه تمشي للسجن وتطلع عتاة المجرمين. اي واحد تافه، اي واحد كلب، اي واحد كذاب، اي واحد سكران، اي واحد مخمور، واحد شارب شو اسمه الفيون والله ينهو يقدر يقول اي كلام في الانترنت وانتم تقدروا تقروا فيه وتصدقوه. تبدو ضحية احنا لفيسبوك وضحية الكلينكس وضحية اليوتيوب. Le colonel Kadhafi accroît la répression, bloque Internet et renforce à la hâte son armée, avec l'aide de l'Occident. Sur le tarmac d'une base libyenne, des missiles anti-chars français lui sont livrés. Une délégation d'officiers se rend à Tripoli en mission de coopération avec les services spéciaux libyens. Des cargaisons de munitions anglaises sont acheminées. Fort de ces pétrodollars, le budget libyen de la défense doit augmenter en 2011 de 91%. Alors qu'aux portes du pays, le printemps arabe est à son paroxysme. Les fournisseurs occidentaux de Kadhafi, Amérique, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne en tête, continue de ne rien lui refuser. Je peux vous assurer que si vous aviez demandé à quiconque jusqu'au 17 février quelles étaient les chances que la Libye se soulève, on vous aurait répondu que les chances étaient très très minces. Franchement, aucun d'entre nous ne voyait une révolution de cette ampleur survenir ici. Il suffit d'une étincelle. À Benghazi, deuxième ville de Libye, des manifestants réunis par Facebook protestent contre l'arrestation d'un avocat. L'armée réplique à l'arme automatique. L'émeute devient une insurrection quand le lendemain, ils prennent la caserne de la ville et ses stocks d'armes. Benghazi et sa région tombent entre leurs mains. Le mouvement s'étend à tout le pays, jusqu'à Tripoli où 50 000 personnes manifestent. À la fin du jour, on relève une 60aine de morts.
Devant la brutalité de la répression, l'insurrection, jusqu'alors désorganisée, prend soudain l'allure d'un putsch. De hauts responsables du régime basculent dans le camp de l'opposition à Kadhafi. Des ministres clés, dont ceux de la justice et de l'intérieur, des généraux, de hauts fonctionnaires. Ils sont rejoints par des notables et des opposants de l'extérieur, se choisissent un drapeau, celui de l'indépendance libyenne. C'est une révolution. En moins d'une semaine, le guide libyen perd le contrôle de la moitié de son pays. On le dit en fuite. Si bien qu'il finit par se montrer à la télévision, brièvement, au soir du 21 février, visiblement ébranlé. Il y a une panique, je crois que c'est vers le 17, quand il y a l'appel à la manifestation générale qui a commencé à Benghazi, où là, pendant 2 jours, c'est la panique aussi à Tripoli. Pendant 2-3 jours, ils ne parlent plus, il n'y a plus de téléphone, enfin, c'est le blackout total. La machine se remet en place, est-ce qu'on pense qu'il est parti à ce moment-là? On pense qu'il est parti au Venezuela, donc là, on voit vraiment tout le monde s'en dans tous les sens. Finalement, il réapparaît, tout le monde se retrouve autour de lui. En pleine nuit, son fils et successeur présumé, Saïf al-Islam, se rend dans les studios de la télévision d'État. Celui qui a incarné la face modérée du régime montre un tout autre visage aux Libyens et au monde. القائد معمر قذافي هنا يقود المعركة في طرابلس. ستسيل دماء أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. وأنتم ستهاجروا من ليبيا لأنكم هذه بلاد البترول سيتوقف ومش هيتم الشركات الأجنبية بكرة ستغادر ليبيا والأجانب هيغادروا ليبيا. الله ومعمر وليبيا بس. الله ومعمر. Les menaces du fils de Kadhafi ne s'adressent pas qu'aux insurgés. À 1000 km de là, à Benghazi, la révolution qui mêle caciques du régime et soulèvement populaire, au cœur d'une région où les islamistes sont traditionnellement puissants, a en effet de quoi dérouter les observateurs. Ancien protégé de Saïf al-Islam au sein du gouvernement, chargé des réformes économiques, Mahmoud Jibril est devenu le chef politique des rebelles. Ce discours s'adressait avant tout aux Occidentaux, pour les effrayer. Leur faire comprendre que s'ils ne soutenaient pas le régime, alors il y aurait une sorte de guerre civile en Libye, une partition du pays, le pétrole en fumée, un flot d'immigration illégale vers l'Europe. Le message était tellement limpide. Empêcher l'Occident de soutenir la révolution. Je me souviens que j'ai eu l'idée de créer un Conseil national de transition à cause de ce discours-là. Et à partir du moment où nous avons eu cet outil entre les mains, nous avons eu une sorte de couverture, un biais par lequel nous pouvions parler au monde, en particulier à l'Occident. Nous nous posions de très sérieuses questions sur ce à quoi nous avions affaire. Nous ne savions vraiment pas au début. La secrétaire d'État m'a demandé de contacter l'opposition libyenne. Je connaissais quelques-unes des personnes impliquées, M. Jibril, le général Hariri et quelques autres. Sir, I have the office of General Hariri on the phone. Very good. Okay, I'm going to put the speaker on now, okay? Mr. Abdurrahman, this is Ambassador Gene Krebs. اتصل بالمجلس الوطني الجديد عضو في المجلس. Is he in contact with the anti-Gaddafi forces throughout the country? نحن علاقتنا طبعا بالقوات الموجودة. أما المناطق الأخرى فهي طبعا تحت إشراف القذافي. Un Libyen exilé à Londres est approché par plusieurs services de renseignements occidentaux.
Il a dirigé dans les années 90 le principal mouvement islamiste libyen opposé à Kadhafi, avant de rompre avec l'extrémisme et de devenir un expert écouté de la Libye. Mes interlocuteurs n'avaient qu'une seule question. Quelle est la nature de ce qui se passe en Libye? Est-ce un parti politique ou un mouvement particulier? Est-ce que ça concerne certaines tribus? Est-ce juste un conflit régional? Ou est-ce un mouvement national? Pour eux, il était essentiel d'obtenir une réponse claire à cette question. Personne ne plaisantait, car dans cette partie du monde, si vous vous trompez, ça finit en désastre. Mon rôle, à ce moment-là, a consisté à fournir toutes les informations nécessaires, des faits, pas seulement des analyses, qui montraient que c'était une révolution libyenne. J'en suis ressorti avec le sentiment que c'était vraiment une rébellion avec une base nationale. Je ne connaissais pas tous les protagonistes. Je ne savais pas, par exemple, dans quelle mesure les islamistes étaient impliqués. Parce qu'à ce moment-là, Kadhafi avait déjà commencé sa propagande en disant qu'il s'agissait d'une rébellion d'Al-Qaïda, etc. Mais c'était clairement un soulèvement populaire. Un soulèvement populaire qui paraît tout près de renverser le dictateur libyen. Fin février, les 2/3 des villes sont aux mains de l'opposition, civils en armes ou déserteurs. Sous pression, le régime réprime sans pitié, y compris par des armes lourdes. Après des réactions d'abord prudentes, les Occidentaux condamnent Kadhafi. À l'ONU, les sanctions sont votées à l'unanimité. Le même jour, le président français est le premier à demander son départ. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Les violences répétées, systématiques contre le peuple libyen sont inacceptables. S'agissant d'intervention armée, vous savez à quel point la France considère, avec énormément de prudence et de réserve, toute tentative de cette nature. Il y aurait d'ailleurs une contradiction entre dire tous ces pays se libèrent, parce que les peuples de ces pays demandent la liberté, et en même temps enclencher je ne sais quelle intervention qui n'aurait comme seul résultat que de créer de la crédibilité pour tous ceux qui, à l'intérieur, crient de manière folle au complot de l'étranger. We must not tolerate this regime using military force against its own people. And in that context, I've asked the Ministry of Defence and the Chief of Defence Staff to work with our allies on plans for a military no-fly zone. Mr. Speaker, it is clear this is an illegitimate regime that has lost the consent of its people, and our message to Colonel Gaddafi is simple: go now. David Cameron franchit une étape supplémentaire. Une zone d'interdiction de survol, une no-fly zone, ôterait à Kadhafi son atout maître face aux rebelles, son aviation. Critiqué par son opposition et les médias, Cameron entend faire oublier la très grande proximité entre son pays et le dictateur libyen, nouée depuis les années Blair. Il est devenu clair que nous devions intervenir militairement. Nous avons commencé à y travailler au sein du ministère de la Défense pour savoir de quelle manière procéder et comment trouver le plus d'alliés possible. Que va faire Kadhafi, retranché dans Tripoli? C'est la question que se posent toutes les chancelleries. Pour la première fois depuis le début de la crise, il accorde une interview à un média étranger.
The President of the United States, the leaders of Britain and other leaders are calling on you to step down, to leave Libya, to leave your position of power. Will you do that? في واحد يترك بلاده ليش نتركها؟ Les journalistes, comme les dirigeants occidentaux, ont sans doute présumé de la chute de Mouammar Kadhafi. Passé la surprise initiale, il contre-attaque. نحن لن نستخدم القوة بعد والقوة تساند الشعب الليبي إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. Kadhafi dispose de brigades spéciales, entièrement à son service, fortes de milliers d'hommes, recrutés dans des tribus alliées et très bien équipés. En face, les rebelles, armés de briques et de brocs, ne font plus le poids. Ils commencent à reculer, perdent plusieurs villes dans l'ouest du pays, où seul Misrata tient encore. Quand Kadhafi paraissait perdu, condamner son régime était une chose. Maintenant qu'il regagne du terrain, intervenir en est une autre. La proposition anglaise rencontre peu d'enthousiasme dans la communauté internationale. Sauf à Paris, où le 1er mars, le président français convoque discrètement une réunion sur la crise libyenne. Et le président de la République n'imaginait pas une seconde que nous puissions rester passifs face à ce que Kadhafi annonçait lui-même. Des rivières de sang à Benghazi. Il faut se souvenir des mots employés par les dirigeants. Kadhafi, son fils Saïf al-Islam. Il y a un vrai débat et il y a une vraie mise à plat des différents scénarios des réticences s'expriment. D'après les indications que j'ai eues, Fillon est contre une intervention, il est contre une zone d'exclusion aérienne, il juge que c'est une opération beaucoup trop lourde dès lors qu'il s'agirait de couvrir tout le territoire de la Libye qui est un grand pays. D'autres commentaires sont faits, mais on peut se contenter peut-être d'une intervention plus limitée. Après tout, la population en Libye est concentrée dans le nord, c'est là que se pose le problème de la répression. Longuet n'est pas très chaud. Quand vous êtes ministre de la Défense, la prudence c'est quels seront les moyens dont nous disposerons, quels risques sommes-nous prêts à prendre. Très rapidement, en faisant le point avec le chef d'état-major, nous sommes rendus compte qu'une intervention aérienne pouvait protéger Benghazi et pouvait isoler le secteur de Tripoli de Benghazi au sens large. Entre les deux, il y avait une zone d'incertitude de plusieurs centaines de kilomètres. C'était un cas très particulier aussi. C'est un système encore tribal, avec des oppositions géographiques, territoriales très très fortes en Libye. Et la révolution libyenne a commencé comme une sorte de guerre civile entre deux parties de la Libye. Malgré les réticences, Nicolas Sarkozy tranche en faveur d'une intervention. Une volonté presque solitaire, qui n'est pas qu'humanitaire. Peut-être pense-t-il tenir là le moyen de racheter les ratés de sa diplomatie lors de la révolution tunisienne, où la France avait paru soutenir Ben Ali. Surtout, il aurait intérêt à faire oublier la réception, ici même en 2007, d'un homme qui est en train de devenir le bourreau du printemps arabe.
Il faut juste se remettre, je crois, un peu dans la tête de Sarkozy à ce moment-là. Il a derrière lui tout ce qu'il a fait avec Kadhafi et qui lui a coûté. Lui a coûté en termes d'image, lui a coûté en termes d'efforts, lui a coûté même au plan personnel parce qu'il avait envoyé son épouse Cécilia à Tripoli. Et le voyage de Kadhafi à Paris, il en gardait un très très mauvais souvenir, un sentiment de salissement de la France. Je crois qu'il avait éprouvé ça comme un vrai calvaire. Le président de la République n'a jamais éprouvé la moindre sympathie pour Kadhafi. Il suffit de négocier pour la libération des infirmières bulgares pour comprendre à qui on a affaire. Le président est un homme de parole, il a tenu ses engagements, c'est-à-dire qu'il a reçu Kadhafi à Paris. Et les contacts à cette époque n'ont rien fait pour créer un climat de sympathie. Intervenir permettrait au président de redorer son blason, à la France de reprendre pied dans le monde arabe. Reste à intervenir dans une crise confuse entre des rebelles inconnus et un Kadhafi imprévisible. Le 5 mars au soir, le ministre des Affaires étrangères s'envole vers le Caire. Il doit notamment y chercher l'appui des dirigeants arabes au projet français. Si Kadhafi, dans son délire actuel d'utilisation de la violence, franchissait encore une étape supplémentaire, eh bien, nous envisageons effectivement très sérieusement les modalités d'arrêter ce dérapage de la violence. Au moment où Alain Juppé vole vers le Caire, la route de la diplomatie sort des sentiers battus. L'écrivain Bernard-Henri Lévy vient d'arriver à Benghazi, le fief rebelle. Défenseur des grandes causes humanitaires, il couvre les printemps arabes pour un magazine français. À la fin de la journée, il obtient un rendez-vous avec Mostafa Abdel-Jalil, le président du Conseil national de transition et ancien ministre de la Justice de Kadhafi. Abdel-Jalil me décrit l'impasse dans laquelle il se trouve, me décrit par avance le sort promis à Benghazi. Et puis là, j'ai une espèce d'intuition. Il faudrait que je me propose d'être l'agent de cela, que lui-même ou des envoyés de lui viennent en France plaider la cause de la Libye libre. Et là, contre toute attente, là est la singularité. Cet homme qui ne me connaît pas, qui n'a aucune espèce d'idée de qui je suis, je pourrais être l'un de ces fantaisistes ou de ces aventuriers qui pullulent en temps de guerre. Hein. Les situations de guerre génèrent assez naturellement des personnages de ce genre qui se réclament d'une légitimité imaginaire. Je pourrais être un rêveur. Bizarrement, Abdel-Jalil me fait confiance. L'écrivain n'hésite pas à téléphoner à Nicolas Sarkozy, qu'il sait en pointe dans le dossier libyen. Je lui ai dit, je viens de rencontrer les représentants de la commune de Benghazi, les Massouds libyens, l'incarnation de cette opposition à Kadhafi, accepteriez-vous de les recevoir ? Il m'a répondu oui, naturellement. Je n'en ai pas cru mes oreilles, je lui ai fait répéter, la conversation en plus était difficile, ça marchait pas, il fallait rappeler, etc. Il m'a dit oui, naturellement. C'est pas une démarche diplomatique habituelle. C'est lui qui propose ça au président de la République. Le président de la République accepte cette rencontre. Personne n'avait d'interlocuteur. Donc assez difficile d'intervenir dans une situation de ce genre alors qu'on n'a aucun interlocuteur et qu'on ne sait pas avec qui discuter. Il faut savoir sur qui, si vous décidez d'intervenir pour protéger les populations, il faut savoir qui vous protégez et contre qui.
5 jours plus tard, les représentants du CNT, Mahmoud Jibril et Ali Zeidan, un ancien exilé libyen en Allemagne, arrivent à l'Élysée. C'est la première fois que les insurgés de Benghazi rencontrent un dirigeant occidental. C'est le président qui a parlé. Un ou deux conseillers lui chuchotaient à l'oreille de temps en temps. Moi, j'ai fait toute la conversation pour la partie libyenne, lui pour le côté français. Je lui ai décrit les membres du CNT, d'où ils venaient, leur âge, leur nombre. Je lui ai dit qu'on était des débutants, pas des politiciens professionnels, mais des manifestants pacifiques. Je lui ai dit que le choix des armes n'était pas de notre fait, mais qu'on se battrait jusqu'au bout, et qu'on avait besoin de toute aide possible face à une dictature, que c'était dans l'intérêt de la France et de l'Occident d'avoir un pays démocratique en Afrique du Nord. Le président Sarkozy a écouté, puis il a posé quelques questions. À la fin, il a dit « Nous sommes prêts à vous soutenir, nous vous aiderons avec tous nos moyens ». Puis il nous a parlé de Kadhafi, comment s'était passée sa visite à Paris. Il nous a dit « Kadhafi est le président d'un pays, il fallait le recevoir, et on l'a reçu. Vous comprenez ? Mais on l'a accueilli sans savoir si on pouvait lui faire confiance, à cause de notre expérience du passé. Mais bon, on n'avait pas le choix. Maintenant que le peuple libyen a fait un autre choix, après ce que vous avez accompli, nous sommes prêts à vous aider. » Nous souhaitions, à travers cette rencontre, apporter notre propre jugement sur la valeur des armes. Et je dois dire que le président de la République a été impressionné, notamment par la personnalité de Mahmoud Jibril. Il n'y avait pas des gens déraisonnables, irresponsables, donc tout ça était très sérieux. Et ça, je pense, ça a été absolument décisif aussi dans la volonté de les reconnaître et d'en assumer les conséquences. À la fin de la réunion, Nicolas Sarkozy annonce une décision dont, à l'exception de ses proches conseillers, nul n'a connaissance. Et là, le président nous a stupéfaits. Il a pris une feuille de papier devant lui et il a lu. Sarkozy nous a informé qu'il reconnaissait le CNT en tant qu'unique et légal représentant du peuple libyen. Jibril, je crois, dit à Sarkozy, bon, naturellement, il le croyait tellement pas. Tout ça, naturellement, je suppose, doit être secret, dit Jibril. Et Sarkozy, fin de réfléchir, regarde Lévite, Puga, secret, oui, je ne sais pas, non. Écoutez. On l'a prié de répéter une deuxième fois. Mahmoud Jibril lui a demandé « Est-ce que je sors et je dis que vous ?» Sarkozy a dit « Oui, dites-le aux journalistes, ils sont là pour ça. » Et c'est ce qu'on a fait. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sur la Libye ? أستطيع أقول الآن بعد اللقاء الرئيس الفرنسي أن فرنسا قد اعترفت. الرئيس ساركوزي مشكورا وعد بأن يطرح خطة متكاملة. La France devient le premier pays à reconnaître le Conseil de transition. C'est un tournant. Avant, il fallait protéger des populations de la répression. Maintenant, il s'agit aussi d'aider un camp à gagner une guerre contre un autre, celui de Kadhafi. La position britannique, traditionnellement, est de ne pas reconnaître des groupes. Nous reconnaissons des pays. De sorte qu'à ce stade, ce n'est pas quelque chose que nous aurions fait. Comme un certain nombre de personnes en France, je crois, nous avons été quelque peu surpris. Ils attendaient plutôt un débat entre Européens et ensuite une reconnaissance. Le président de la République leur a très simplement répondu que le débat européen, compte tenu des divisions de l'Europe sur ce sujet, ne pouvait pas être conclusif. Un coup politique non sans conséquences. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, se désolidarisent de la France. Reste l'allié britannique, malgré le camouflet. Et encore faut-il pour Nicolas Sarkozy faire accepter à l'opinion publique la perspective d'une délicate intervention. Il m'appelle sur mon portable et il me dit tu étais là, il me dit un certain nombre de choses, il termine en disant tu étais là, exprime-toi. Et alors est-ce que c'est parce que
parce qu'il veut qu'on en dise le plus possible? Est-ce que c'est parce qu'il a le sentiment que les commentaires tout de suite partent un peu dans les décors, les premières minutes, les premières dépêches qui tombent, on a le sentiment que la France déclare la guerre à la Libye? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il me demande donc d'intervenir, de communiquer à mort, je crois il me dit. Bonjour. Bonjour. Les opérations ciblées, défensives, en protection des populations civiles, à la demande du Conseil national de transition, j'ai cru comprendre que cela était envisagé par la France. Il contribue à créer un consensus national qui est crucial pour Nicolas Sarkozy. C'est le donnant-donnant dans leur jeu. BHL va inciter la rébellion, qui n'a peut-être pas besoin de beaucoup d'incitation pour le faire, mais il va l'inciter à souvent féliciter Nicolas Sarkozy, chanter la gloire de la France et de son intervention. Et en échange, Nicolas Sarkozy laisse BHL exister sur le dossier, le laisse s'exprimer. Alors oui, qui m'est utilisé, j'espère pour lui, oui. Pourquoi pas, moi sûrement, mais c'est bien, c'est sain, ça. Vous savez, moi je ne crois pas que la politique se fasse avec du sentiment, elle se fait avec des calculs. مذهل الحقيقة، مذهل جدا أتعبني، خاصة أني أنا اللي وصلت ساركوزي للسلطة وأنا اللي دعمته بالمال حتى أصبح رئيس وجاني هنا في هذه الخيمة وهو وزير الداخلية طلب مني الدعم. يعني تقديري أنه هو أصيب بخلل عقلي. Ça a été vécu, je crois, par les deux personnages comme un duel, à la vie, à la mort, pour ce qui concernait Mouammar Kadhafi. Et donc Mouammar Kadhafi ne s'est pas privé d'ailleurs d'envoyer toutes sortes d'invectives à l'intention de Nicolas Sarkozy, à la fois en laissant diffuser par la télévision libyenne qu'il avait financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Et du côté de Sarkozy, pareil, dans les discussions, dans les échanges qu'il a avec des gens qui le fréquentent à ce moment-là, c'est je vais le mettre à genoux, il va mordre la poussière. Il avait en face de lui un personnage sur lequel il avait vraiment envie de tirer un trait sur Kadhafi. Le bras de fer contre Kadhafi passe par Washington. La France et son partenaire britannique n'ont pas les moyens d'intervenir seuls, sans le soutien des États-Unis et de leur bras armé, l'OTAN. Or, l'administration Obama hésite à s'engager dans une aventure que les militaires américains jugent hautement risquée. Sans compter que depuis 2003, l'Amérique a trouvé en Kadhafi un allié zélé contre le terrorisme et bénéficie grandement du pétrole libyen. It's easy for people to say, do this, do that, and then they turn and say, okay, U.S., go do it. You use your assets, you use your, men and women, you get out there and do it, and you take the consequences if something bad happened. And I want to remind people that, we had a no-fly zone over Iraq. It did not prevent Saddam Hussein from slaughtering people on the ground, and it did not get him out of office. Pour qu'on intervienne militairement, il fallait qu'on ait des certitudes sur les conséquences d'une telle action. Qu'est-ce qui se passerait si l'intervention ne fonctionnait pas? Est-ce qu'on serait forcé d'en faire plus? Est-ce qu'on serait entraîné dans quelque chose dont on ne voulait pas? C'était ça le débat à Washington. On ne voulait pas avoir sur les bras une guerre des États-Unis contre les Libyens. Premièrement, parce que nous avions déjà assez de pain sur la planche dans d'autres parties du monde, et deuxièmement, on ne voulait pas d'un conflit entre la Libye et les États-Unis à cause de ses possibles implications pour le reste de la région. Troisièmement, si on agissait, ce serait uniquement sur la base d'un soutien régional, d'un mandat international, ce qui nécessitait de rassembler une coalition. Les Américains exigent en effet une coalition englobant non seulement l'OTAN, mais aussi les pays arabes. Le spectre des années Bush et de l'aventure irakienne est dans tous les esprits, à Washington, mais aussi à Paris et à Londres. Cette guerre ne doit pas apparaître comme celle de l'Occident contre Kadhafi. La course diplomatique contre la montre se poursuit. Au Caire, où la Ligue arabe se réunit. Même si les Français et les Britanniques n'ont pas ménagé leur pression diplomatique, même si les folies de Kadhafi l'ont brouillé avec presque tous ses voisins au fil des ans,
Pour la Ligue, accepter une intervention occidentale contre un autre pays arabe serait une première. Il fallait agir très vite, et agir très vite, encore une fois, dans le contexte onusien. Nous étions aussi, par la même occasion, je tiens à rappeler, très clairs et très fermes sur le principe qu'il ne doit pas y avoir une ingérence terrestre, pas d'occupation terrestre, pas de force terrestre qui rentre sur le territoire national libyen. Je crois que ce qui a convaincu la Ligue arabe, c'est le Qatar. Ils ont fait tout ce qui était possible et imaginable pour soutenir le peuple libyen et la révolution. Moi-même, j'ai été hébergé au Qatar. Ils ont été d'une grande hospitalité, d'un grand soutien. Formidable. En coulisses, ce richissime État du Golfe, propriétaire de la chaîne Al Jazeera, met toute son influence dans la balance. Depuis le début des printemps arabes, cette monarchie héréditaire joue la carte des révolutions contre les régimes en place. Le moyen pour ce petit État de peser dans le monde arabe. L'émir du Qatar est également, depuis quelques années, un solide allié de la France. Le rôle du Qatar était très important et à chaque fois qu'on rencontre le président Sarkozy, il le mentionne. Vous avez un grand ami à la personne de l'émir du Qatar. Le Qatar est là comme un fil conducteur du début à la fin, et je pense que la relation personnelle entre Nicolas Sarkozy et l'émir du Qatar a pesé beaucoup. Je sais que côté français, il y avait une inquiétude, combien d'avions est-ce qu'ils vont mettre dans la coalition. Il y a eu un gros effort français pour convaincre les Qataris de mettre des avions. Il fallait pouvoir annoncer qu'il y avait des avions qataris. Ce qu'il fallait évidemment absolument éviter, c'est que cela puisse être ressenti par le monde arabo-musulman comme une espèce de croisade occidentale contre les pays contre les pays du Sud. Le 12 mars, la Ligue arabe donne son accord à une zone d'interdiction aérienne. Le Qatar promet quant à lui 6 mirages pour la faire respecter. Grâce au soutien de la Ligue arabe, la France marque un point vis-à-vis d'Hillary Clinton qui se montre d'un coup plus sensible aux positions françaises. Mais elle doit toujours compter avec l'hostilité du Pentagone et d'une partie de la Maison-Blanche à une intervention. Ce soir-là, à 23 h, la secrétaire d'État se dirige vers un palace parisien. Arrivé à ce stade, nous avions besoin de rencontrer M. Gibril, face à face, pour qu'Hillary Clinton se sente plus à l'aise, pour ensuite conseiller au président Obama quoi faire. Elle posait les questions de quelqu'un qui essaie de combler des trous. Vous savez, l'Occident en général, les États-Unis en particulier, ils sont préoccupés par toutes ces choses sur l'extrémisme musulman, entre guillemets. Parfois c'est qualifié de terrorisme, parfois d'extrémisme, mais c'est une préoccupation ici, qu'elle soit fondée ou pas. Alors je pense que l'un des buts de ces questions était de découvrir, est-ce que ce sont de véritables pro-démocrates? Cette réunion a été vraiment décisive. Elle en est sortie avec au moins une idée un peu plus claire sur qui était M. Gibril, qui était l'opposition. Le lendemain de cette rencontre, le 15 mars, les forces de Kadhafi reprennent le verrou d'Ajdabiya, à 80 km au sud de Benghazi. La route du fief des rebelles leur est ouverte. Si Benghazi tombe, c'en est fini de la révolution en Libye. Pressé de prendre de court la communauté internationale, Kadhafi lance ses chars. Tellement confiant qu'il menace ouvertement.
جهزوا نفسكم من الليله الدواره في الزنادقه وفي الخونه بس لا رحمه ولا شفقه معاهم بكره نديروا فيهم مدار قدام العالم. Le même jour, à la Maison-Blanche, le président Obama réunit ses conseillers. Face aux militaires, Hillary Clinton plaide en faveur d'une intervention. Malgré ses réserves, Barack Obama sait qu'il va lui être politiquement de plus en plus difficile de rester inactif face à Kadhafi. À ce moment précis, alors que le débat faisait rage et qu'il n'était pas tranché, Kadhafi nous a forcé la main par ses menaces d'attaquer Benghazi. Ça a été le tournant. Le débat n'était plus « est-ce que c'est dans l'intérêt américain ?» On est passé au constat que nous faisions face à une possible crise humanitaire, une catastrophe imminente. Je ne pense pas que nous ayons eu le choix à ce moment-ci. Le président a finalement décidé, à cause de ces menaces en particulier, que nous devions réagir. Réuni en urgence à minuit, le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à voter la résolution 1973 sur la Libye. Au dernier moment, la Russie et la Chine renoncent à opposer leur veto. Officiellement parce qu'à leurs yeux, Kadhafi est indéfendable, mais aussi parce que la Libye, estime-t-il, fait partie du précaré des Occidentaux depuis le rapprochement des années 2000. Qu'ils fassent alors ce que bon leur semble. Gaddafi has publicly promised no mercy and no pity. Avec cette résolution, nous nous donnons les moyens de protéger les populations civiles libyennes. D'abord en mettant en place une zone d'exclusion aérienne et en autorisant les membres de la Ligue arabe et les États membres qui le souhaitent à prendre les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Ensuite, en autorisant ces mêmes États à prendre, outre la zone d'exclusion aérienne, toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et les territoires, y compris Benghazi, qui sont sous la menace d'une attaque des forces du régime de Kadhafi. Toutes les mesures nécessaires. Une formule ajoutée quelques heures auparavant par les Français et les Américains sans consulter leurs alliés arabes. Elle ouvre la voie à bien plus qu'une simple interdiction de survol. This resolution demands an immediate ceasefire and a complete end to violence and attacks against civilians. Responding to the Libyan people and to the League of Arab States, the Security Council has authorized the use of force. 现在休会。 Benghazi encerclé retient son souffle. Les troupes de Kadhafi stoppent leur progression. Une journée seulement. Le 18 mars au soir, elles se lancent à l'assaut. نحن في قلب المعركة في مواجهة التحدي فلتسمع فرنسا تسمع أمريكا تسمع بريطانيا يسمع الخونة يسمع المرتدين فليسمعوا هذه الصوت. Il est inexplicable que Kadhafi, menacé par le reste du monde civilisé avec des conséquences presque inévitables, ait tout de même continué à avancer. La première partie de cette histoire a consisté à essayer de faire comprendre conscience au colonel Kadhafi et à ses principaux lieutenants de la détermination de la coalition. C'est la première chose à faire. Si vous voulez dissuader l'adversaire, vous devez le convaincre que vous irez jusqu'au bout. Que vous répondait-il ? On va faire tellement de dégâts que c'est une guerre que vous ne pourrez pas gagner. Ça sera, vous allez vous empêtrer dans quelque chose, vous avez tout à perdre. Je crois que c'était pas simplement une tactique. Il est absolument convaincu que la coalition n'irait pas jusqu'au bout. Base française de Saint-Dizier, en Haute-Marne. En début d'après-midi, 2 pilotes de Rafale se préparent à prendre l'air.
partent pour l'Est libyen à 2000 km de là, où les chars de Kadhafi poursuivent leur progression. Au même moment, à 14 h, Nicolas Sarkozy réunit à l'Élysée les 18 pays qui ont accepté de faire partie de la coalition. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est encore temps pour le colonel Kadhafi d'éviter le pire en se conformant sans délai et sans réserve à toutes les exigences de la communauté internationale. En rassemblant autour de lui ces 18 États, le président français veut sans doute affirmer sa prééminence dans la guerre qui s'annonce. Sa guerre. Quand la conférence a décidé de mettre en œuvre la résolution de l'ONU, il a annoncé à ses partenaires que les avions français étaient dans le ciel libyen. Et avant que le sommet s'ouvre, il leur dit dans la matinée, moi, je tiens à ce que les avions français interviennent en premier. Voilà. Manifestement, ça n'a pas été jugé militairement indispensable par les autres. Hillary dit très bien, mais nous, nos missiles Tomahawk, ils commenceront à partir à la tombée de la nuit. Donc on commencera à détruire les défenses antiaériennes libyennes actives. Nous aurions pu avoir des pilotes et des avions abattus par les batteries antiaériennes de Kadhafi qui fonctionnaient encore le 19 mars et qui ont d'ailleurs tiré sur nos appareils. Sauf simplement qu'on a fait le choix, et nos armements le permettaient, de bombarder de plus haut et de garder malgré tout une précision. Pendant ce sommet, j'ai été au téléphone pas moins de 25, 30 fois. Et finalement, j'ai reçu un appel du prince Abdullah bin Zayed, le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Il est sorti de la réunion, en plein milieu. Il m'a dit, Mahmoud, ne t'inquiète pas. Le premier message arrivera devant Benghazi avant que le sommet ne soit terminé. J'ai téléphoné à Benghazi et je leur ai dit, les gars, soyez patients. À 16h45, les rafales français ouvrent le feu sur les chars de Kadhafi qui se trouvent à 15 km de Benghazi. Quatre chars sont détruits. Des téléphones portables saisissent la scène. La ville explose de joie. À 21 h, les États-Unis et l'Angleterre entrent en action à leur tour, détruisant la défense anti-aérienne. La guerre de Libye commence. Dans les jours qui suivent, un déluge de feu s'abat sur les centres de commandement, les batteries antimissiles, les bases militaires. Une semaine après le début de l'intervention, 1600 sorties aériennes ont été effectuées, dont les 2/3 américaines. Le palais caserne du guide libyen, Bab el Aziza, n'est plus que ruine. Kadhafi va fuir, son entourage le trahir, un coup d'État survenir, pense-t-on, dans les états-majors. J'ai eu des discussions à différents niveaux, certaines avec des gens des services secrets ou des gens impliqués dans les opérations militaires. Eh bien, ils pensaient que ça allait prendre 10 jours, 2 semaines ou plus. Certains en étaient sûrs à 100%. Je leur ai dit, c'est une blague, vous n'y pensez pas. Ça prendra au minimum 6 mois.
Alors, il y a toujours des gens très optimistes qui pensent que ça va durer 3 jours ou 4 jours, mais les plus sérieux pensaient qu'il faudrait du temps. C'était une course contre la montre. Il fallait lui porter des coups très durs le plus vite possible, de façon à ce que le temps se mette à compter pour lui autant que pour nous. Vous savez bien que l'usure du temps pouvait être terrible pour la coalition. Kadhafi ne plie pas. Appuyé sur des tribus fidèles, contrôlant la moitié du territoire, matant dans l'œuf les trahisons, changeant de maison chaque nuit. 40 ans d'un pouvoir chaotique sont la meilleure école de survie. Les stratèges espéraient que l'appui aérien donnerait au sol un coup de pouce décisif aux combattants rebelles pour avancer vers Tripoli. Or, un mois après le début des frappes, le front n'a bougé que de quelques kilomètres. Il y avait aussi des limites à ce qu'on pouvait faire avec l'opération Protecteur unifié. Parce qu'on menait nos opérations depuis les airs et la mer, et beaucoup dépendait des progrès au sol des combattants du Conseil national de transition. Là où j'étais perplexe, c'est quelle est la capacité effective des opposants rassemblés autour du CNT, mais pas seulement de lui, rien n'était vraiment établi à cet instant, de devenir du jour au lendemain des militaires. Enfin, du jour au lendemain, en tous les cas, rapidement des militaires. Et je dois reconnaître que les premiers jours, on a vu des gens à la fois courageux, de l'allant, mais avec une organisation, une logistique, somme toute, très réduite. Le premier avion qui a été abattu dans le ciel, c'est un avion du CNT par des forces du CNT. Les armes de précision ainsi que les critères de ciblage que nous utilisions rendaient plus difficile de dégrader les capacités du régime de Kadhafi. J'ai toujours beaucoup insisté sur le fait que nous devions minimiser le nombre de victimes civiles. Indépendamment de la dimension morale, c'était politiquement nécessaire pour maintenir plus facilement la coalition internationale, en particulier avec les pays arabes. Un mois et demi depuis le début des frappes. Même si l'époque des bains de foule est révolue, Kadhafi s'offre une parade, en plein jour, dans les rues de Tripoli, entièrement sous son contrôle. Il peut savourer chaque jour gagné. Sa stratégie, tenir, car ses ennemis, il le sait, ne pourront pas le combattre indéfiniment. Face aux avions et aux hélicoptères, ses troupes subissent des pertes, mais elles résistent. Mieux, elles se camouflent, troquent leurs chars pour des pick-up, recrutent des milliers de mercenaires, se cachent à côté d'écoles ou de mosquées. Kadhafi était aussi un redoutable adversaire, ne serait-ce que parce qu'il ne s'embarrassait d'aucun état d'âme. C'est-à-dire que c'était un cynisme qui confinait à la folie, parce qu'il n'avait pas de limite, mais qui en même temps était extrêmement dangereux pour des adversaires qui, eux, avaient des limites. Sur la base de Solenzara en Corse, le président français rend visite aux pilotes qui mènent jour après jour d'harassantes missions dans le ciel libyen. Il se trouve bien seul. Cette guerre dont il a fait une affaire personnelle est de plus en plus critiquée.
Il y a eu des moments, on voit bien, les médias en particulier, qui au début saluent l'intervention, et puis dès que passent quelques semaines, commencent à expliquer que c'est un échec parce que le temps joue en faveur de Kadhafi, qu'on s'enlise, etc. Bon, il faut résister à cette pression psychologique. Il imagine peut-être un peu plus un scénario d'échec. Comme le dit Sarkozy un jour, c'est ça moi qui me semble le plus frappant. Les Libyens lui disent, à travers vous, Monsieur le Président, nous remercions le peuple français qui tout entier nous a apporté la preuve de sa fraternité. Et Sarkozy leur dit, attendez les gars, vous rêvez? Le peuple français, mais non. Sarkozy sait très bien que son propre parti est contre, que le Quai d'Orsay traîne les pieds, que la superstructure du ministère de la Défense, pas les militaires, mais l'appareil, voit ça avec beaucoup de circonspection. Même la coalition s'affaiblit. Les États-Unis, qui n'assurent plus qu'un appui logistique, se mettent à douter de l'issue de l'affrontement. Quand nous avons participé à la première réunion ministérielle, le 14 avril à Berlin, nous sommes rentrés à Washington et nous avons dit, vous savez, ces ministres des Affaires étrangères se réunissent, mais il serait probablement judicieux de savoir ce que nous essayons de faire, quel est notre objectif. Et notre idée, et au sein de la communauté internationale aussi, c'était que ça se finirait par un cessez-le-feu, sous l'égide de l'ONU, mais pas par une défaite militaire de Kadhafi. Tunis, base arrière du CNT en charge de l'ouest libyen. Ici apparaît une issue pour peut-être sortir du statu quo militaire. À son origine, deux responsables du CNT. L'un est un généticien revenu du Canada pour soutenir la révolution. L'autre, le patron d'une entreprise de restauration collective qui a accès au tout Tripoli. À l'image de cette révolution hors norme, l'alliance de deux révolutionnaires improbables. C'était un 15 mai exactement. J'ai rencontré Abdelmajid Mlekta. Il m'a dit « Je reviens de Tripoli ». Il y avait passé 2 mois. Il m'a dit « Je dispose d'énormément d'informations sur les forces de sécurité, comment elles fonctionnent. Et j'ai monté un réseau d'espionnage, grâce auquel je crois qu'on pourrait prendre Tripoli. » Tripoli, c'était vraiment le dernier bastion de Kadhafi. Si Tripoli tombe, tout le système s'écroule. On a rassemblé toutes les informations, les nombres d'agents, les voitures, les bases, tout. On les a localisés sur Google Maps, on a tout mis sur une clé USB et on est parti. Nous nous sommes envolés pour Doha pour rencontrer Mahmoud Djibril. Nous l'avons vu dès le lendemain et nous lui avons expliqué le plan. Les Libyens ont résumé leur plan sur un simple PowerPoint. Celui-ci prévoit le soulèvement de cellules dormantes dans la ville, simultanément à des frappes aériennes sur 300 objectifs identifiés par les deux hommes. Ainsi qu'une attaque depuis les montagnes de Nefouza, situées à 150 km au sud de Tripoli et que la rébellion contrôle en partie. Simple, mais impossible sans l'aide des Occidentaux. 2 jours plus tard, les deux Libyens et Mahmoud Djibril rencontrent le président de la République. Il nous a écoutés très attentivement, puis il nous a mis en contact avec son chef des services de renseignement. C'était la première fois pour moi, avec de si hauts responsables, pour leur expliquer ce qu'on voulait faire. Ça a été une expérience étonnante, parce que nous, on n'avait aucune expérience, aucune compétence dans le renseignement. Et là, on se retrouve face à ces grands généraux à essayer de leur expliquer un plan tout simple.
On a fait un exposé et on leur a montré le plan sur un vidéoprojecteur. Toute leur équipe écoutait très attentivement. Ça a duré 7 heures. Ils nous posaient des questions sur le moindre détail, point par point. Et ensuite, on leur a expliqué ce dont on avait besoin pour mettre ce plan en œuvre. On a eu un autre rendez-vous avec le président, après la réunion avec les militaires, et il a accepté. À l'Élysée, les officiels étaient très explicites. Ils disaient « C'est évident, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Kadhafi est très fort, l'OTAN fait de son mieux, mais rien ne bouge. Il faut absolument faire quelque chose. » Je crois que ça a joué en notre faveur, parce que nous, on est arrivés avec ce plan et ils se sont dit « Ok, maintenant au moins on a quelque chose sur lequel travailler ». Difficile d'évaluer totalement les chances de réussite, puisque nous étions obligés de nous en remettre en particulier sur le quadrillage de Tripoli, à leurs informations, même si nous on avait des informations par ailleurs, elles n'étaient pas aussi fiables et aussi précises. Mais si on leur faisait confiance sur les informations, leur plan paraissait tout à fait sérieux. Othman et son camarade feront encore 5 voyages à Paris pour peaufiner ce plan insolite sur lequel reposent les espoirs occidentaux. De longues semaines de préparation sont nécessaires. À partir de fin mai, les Français effectuent des livraisons clandestines d'armes dans les montagnes de Nefouza, clé de voûte de l'opération. Ils envoient aussi des moyens de communication aux cellules dormantes de la capitale. Mais rien ne serait possible sans un allié précieux. Dans un premier temps, on dit ça, le Qatar finance la rébellion. Et ensuite, des livraisons d'armes. Alors le schéma va apparaître au fil du temps, des armes françaises transférées au Qatar qui les transportaient vers la rébellion libyenne. Un jeu de rémunération de la France pour ces armes qui impliquerait des revenus libyens tirés du pétrole. Enfin bon, une sorte de schéma triangulaire. À assez haut niveau, côté français, on se sent assez confiant pour dire à une journaliste en off qu'il y a une vraie présence des forces spéciales du Qatar auprès de la rébellion et des Français, des Britanniques, mais me dit-on moins de Britanniques que de Français. Voilà. Sur le plan militaire, les Occidentaux entrevoient une solution, aussi lointaine et incertaine qu'elle apparaisse alors. Ce n'est pas la guerre. C'est l'avenir de la Libye, l'après-Kadhafi, qui les préoccupe le plus. Les doutes s'accroissent sur la capacité d'un CNT déjà en proie à des luttes intestines à non seulement vaincre Kadhafi, mais à gouverner demain un pays tout entier. Sujet d'inquiétude, certaines forces combattantes incontrôlées gagnent en importance. En premier lieu, des islamistes radicaux, minoritaires mais bien présents. Autrefois traqués par Kadhafi et les services occidentaux, ces djihadistes se sont aguerris en Afghanistan ou en Irak. Ironie de l'histoire, ils se trouvent maintenant dans le même camp que cet Occident qu'ils combattaient. Une réalité que nul ne connaît mieux que l'ancien chef des radicaux libyens, devenu informateur des services de renseignement de la coalition. J'ai été sous une énorme pression à cause de cette affaire. J'ai participé à des centaines, littéralement, de discussions là-dessus. J'ai été confronté à plusieurs reprises à des détails embarrassants. C'est pour ça que je ne pouvais pas mentir. Le problème, c'est Al-Qaïda, en tant qu'organisation internationale qui attaque l'Occident partout où c'est possible et tout le temps. Mais là, vous avez un conflit local, avec des djihadistes libyens, mais qui sont nationalistes et qui ne sont pas fichés pour des activités terroristes. Même si ce sont des extrémistes raisonnables. Ça a été très difficile d'en convaincre certains services secrets.
certains décideurs. Bien sûr, les gens s'inquiètent, mais nous toujours on dit que ces jeunes-là, ils sont allés en Afghanistan ou en Irak parce qu'ils étaient poussés par Kadhafi. Quand la révolution a éclaté, ces jeunes-là sont les premiers qui sont venus pour défendre leur population, leur père, leur mère, et défendre leur pays. Et dès le début, ils ont dit qu'ils vont accepter le jeu démocratique. La majorité n'était pas des islamistes, ça, je le crois encore aujourd'hui. Qu'ils aient été parfois les plus vaillants, que Elsa Gizli me révèle à la fin de l'aventure comment les types chargés de ma protection sur le fondage d'Abia c'était une brigade islamiste, ça c'est possible. Cette affaire a complètement désorienté leur logiciel, a complètement cassé, modifié en bien leur vision du monde. C'est-à-dire que ils vivaient sur l'idée reçue, sur le préjugé d'un Occident substantiellement ennemi, qui était ontologiquement adversaire de l'islam en général. Ben, ils ont découvert un nouveau visage. Un homme symbolise la déroutante donne libyenne. Abdelhakim Belhadj, combattant islamiste en Libye, puis aux côtés des talibans en Afghanistan, allié à Al-Qaïda. Arrêté en Asie en 2004 par la CIA, livré au régime de Kadhafi, emprisonné 7 ans. Il se trouve maintenant à la tête d'une importante faction dans ces montagnes de Nefouza, si déterminante pour prendre un jour Tripoli. Durant notre visite à Doha, en compagnie de M. Abdel Jalil, du ministre de la Défense et de quelques révolutionnaires, j'ai eu l'occasion de rencontrer les chefs militaires des pays de l'OTAN. J'ai même eu une entrevue avec le chef d'état-major de l'Élysée. La rencontre fut transparente. On y a échangé nos avis avec beaucoup de franchise. Vous savez, la question n'est pas d'éliminer l'autre ou de l'exterminer. Il est écrit « Dieu nous a créés différents afin que les uns fassent la connaissance des autres ». Bien sûr, c'était un risque. Et même éventuellement une menace sur l'avenir. Enfin, on avait le choix entre soutenir ce Conseil national de transition et tous ceux qui l'entouraient. Forcément, dans ceux qui l'entouraient, puisqu'il y avait toutes les forces hostiles au régime, il y avait aussi des forces plus ou moins menaçantes. Mais c'était ça ou Kadhafi, voilà. Alors qu'après, les services de renseignement, ils phosphoraient sur... oui, tout le monde peut se poser des questions, mais ça ne pouvait pas être déterminant. Voilà. Mais vous savez, l'histoire est toujours tragique, et la politique, elle est confrontée au tragique de l'histoire. Vous ne savez pas à l'avance ce que les décisions que vous prenez vont avoir pour conséquences. Donc vous évaluez les conséquences, vous faites un pari sur les conséquences. Est-ce que ces gens se battaient d'abord pour le contrôle de leur pays? Ou est-ce que leur motivation principale était un projet islamiste extrême? Chez ceux que j'ai rencontrés, à aucun moment je n'ai détecté d'intention islamiste radicale. Le duel avec Kadhafi se révèle périlleux. L'avenir de la Libye incertain. Alors, en même temps qu'ils projettent de prendre Tripoli, les Occidentaux abattent une autre carte. Malgré maintenant 3 mois de bombardements quotidiens, Mouammar Kadhafi tient toujours sa capitale et une bonne part de son pays. Ce stratège rusé sait aussi que ses ennemis doutent. Il choisit ce moment pour paraître aux côtés d'un vieil ami russe, le président de la fédération d'un sport qu'il affectionne, les échecs.
Par mon biais, il a transmis un message aux pays de l'OTAN, ce que j'ai fait. J'ai immédiatement écrit une lettre à Sarkozy, à Merkel, à tous les pays de l'OTAN qui bombardaient la Libye. J'ai écrit, il m'a demandé de vous transmettre de cesser complètement les tirs, les assassinats de civils, et d'entamer des négociations sans conditions préalables, pour trouver un accord sur l'avenir de la Libye, sans verser le sang, sans guerre. Sur l'échiquier du conflit, Kadhafi est la pièce maîtresse. Récemment inculpé par la Cour pénale internationale, il représente la principale raison de la poursuite de la guerre. Alors pour la coalition, le match nul devient tentant. Son retrait serait la solution idéale, la moins risquée. Dans ce pays coupé en deux, elle ouvrirait la voie à un compromis politique entre le Conseil national de transition de Benghazi et une partie du régime de Tripoli. On a senti des formes de pression de la part de nos alliés. On a commencé à devoir écouter certains conseils. Peut-être qu'un compromis est nécessaire. Des initiatives politiques ont commencé à surgir de partout, de tous les côtés. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Tout le monde nous parlait d'initiatives politiques, vous savez. La France étant le fer de lance de la guerre, c'est d'abord à Paris que la partie se joue. Le président de la République reçoit en personne le plus proche conseiller de Kadhafi. Béchir Saleh, on le connaît, c'est le directeur de cabinet francophone, et c'était pour le président une façon de faire passer un message direct auprès de Kadhafi, en lui disant, voilà, vous avez le choix, ou bien vous arrêtez tout de suite les combats, vous renvoyez les troupes dans les casernes, et à ce moment-là, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, nous pouvons vous garantir l'exil dans un pays où il aurait été protégé. Et puis il fallait d'autre part donner des garanties aussi au Conseil national de transition, enfin aux Libyens, que Kadhafi ne pourrait plus nuire. Nous avions sur le papier établi une liste de pays qui n'avaient pas l'obligation de transférer vers la Cour pénale internationale. Et on avait fait une liste exhaustive, laissant le choix éventuel à Kadhafi. Et j'ai rencontré le président. Il m'a raconté ce qui se passait avec Béchir Saleh. Et il m'a donné son bon conseil. Réfléchissez-y et revenez vers moi. Or, au même moment, les préparatifs pour libérer Tripoli se poursuivaient. Alors j'ai répondu, ok, on va prendre cette initiative au sérieux et blablabla. Il fallait juste gagner le maximum de temps avant que la prise de Tripoli puisse débuter. Alors que la réponse de Kadhafi à l'offre faite par la France au nom de la coalition tarde à venir, un nouvel acteur apparaît dans la coulisse, le Premier ministre Mahmoudi Bagdadi, numéro 2 du régime. Celui-ci fait passer un message par différents canaux, dont celui d'un homme d'affaires français bien vu à Tripoli, qui a œuvré par le passé au rapprochement avec la France. Bagdadi, c'est un élément du sérail, mais qui quand même, il comprend que le monde change, il sait qu'il faut que ça change, il le dit d'ailleurs en off, que le colonel Kadhafi, il n'est pas en phase avec la réalité, mais qu'il faut qu'il fasse attention. Lui, il l'a compris. Lui, il voyage partout, il est moderne. Globalement, il est pour des réformes. C'est son directeur de cabinet qui vient me parler et qui dit voilà, on aimerait que vous commenciez à discuter, ouvrir une porte. Est-ce que vous pouvez négocier avec la France? Est-ce que vous pouvez tenter quelque chose? Et j'ai dit on va bien voir, on va essayer. Les Français voient tout de suite l'opportunité de remplacer Kadhafi par un dirigeant plus présentable, qui négocierait une transition en douceur avec la rébellion. À ce moment-là, on rencontre quelqu'un du ministère de la Défense, c'est un petit café, digne d'un film, c'est vraiment ça, très discrètement. Là, on rencontre des gens de chez Longuet,
ministère de la Défense. Il parle beaucoup des islamistes. Il dit c'est pas si simple que ça. Vous allez voir, ça va être très compliqué après. Vous pourrez pas gérer. Si on fait tout, si on casse tout, le système tribal, même si c'est vrai qu'il a évolué et que c'est plus le système d'il y a 25 ou 30 ans, mais quand même, c'est quand même bien présent. Et ils sont là un peu partout. Si on déstabilise tout ça, on n'arrivera pas à reconstruire. Vous aurez la Libye en miettes et ça mettra 10 ans avant de repartir. Et il le dit assez bien. Je crois que c'est assez bien perçu en fait. Mais toujours pareil. En face, ils disent oui, mais vous nous plaisez, on comprend ce que vous dites. Baghdadi, d'accord, on comprend bien. Mais est-ce que le colonel Kadhafi, qui est quand même à la manœuvre toujours, est-ce que lui vraiment va suivre? Est-ce que Kadhafi est prêt à vous laisser la main? La pierre d'achoppement, c'est Kadhafi. Les Libyens exigent qu'il reste au pouvoir pendant d'éventuelles négociations de paix. Les Français refusent, jusqu'alors. La force ne réglera pas leurs problèmes entre eux. Nous avons arrêté la main qui allait frapper et nous leur demandons de parler entre eux. Il n'y a pas de solution de force satisfaisante. Même si Kadhafi n'est pas parti. Il sera dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. C'est une réunion qui est confidentielle, hein. On se dit pas qu'il faut rien dire, mais enfin en gros, on n'en parle pas. On verra bien ce que ça donnera. On repart et le lendemain, il surprend tout le monde. Le colonel Kadhafi peut rester en Libye, dans une autre pièce de son palais, avec un autre titre. On était tous très surpris, on s'est dit tiens, tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils veulent valider cette piste-là, cette ouverture-là, et ça la rend d'autant plus crédible à Tripoli, parce qu'à ce moment-là, tout le monde tire dans tous les sens. Saïf essaie des choses, l'autre frère ailleurs, tout le monde tire dans tous les sens. Et tout d'un coup, ce canal-là devient crédible aussi pour Tripoli, par la sortie de Longuet. Pour y voir clair dans le bluff des uns et des autres, un émissaire de haut rang est dépêché à Tripoli auprès de Baghdadi. Il s'agit d'un haut diplomate russe, pays resté neutre dans le conflit et qui jouit encore de la confiance des Libyens. Cette démarche s'est décidée un peu plus tôt, en marge du sommet du G8 de Deauville. Le président Medvedev a eu plusieurs tête-à-tête, avec le président Sarkozy, avec le président Obama, avec d'autres dirigeants. À la fin de la journée, après ces réunions, il m'a passé un coup de fil et il m'a dit « On nous demande de nous impliquer. Tu dois partir. » Il était essentiel que ce message soit transmis par l'émissaire de Medvedev, si possible directement à Kadhafi, pour ajouter sa force de conviction à celle de Nicolas Sarkozy. À la fin de la journée, je me suis entretenu avec le Premier ministre Mahmoudi Baghdadi. Il m'a semblé, je dirais, plutôt clivé. Il n'était pas nerveux. Il ne se lamentait pas. Simplement, il me parlait comme si tout était normal, sous contrôle. Ce qu'il voulait faire, et ce qu'il a fait, c'était me faire peur. Il m'a dit, nous sommes prêts à faire exploser tous les explosifs et les missiles que nous avons à Tripoli, si ils arrivent. Il, c'est-à-dire le CNT, le Conseil national de transition. Tripoli deviendrait un volcan. Une autre chose qu'il m'a dite, et bien sûr je pense que c'était une sorte de jeu, nous avons été approchés par des membres d'Al-Qaïda qui nous ont suggéré de lancer des attaques contre l'Europe de l'Ouest. Bien sûr, nous avons refusé. Mais qui sait ce que nous répondrons la prochaine fois? En fait, c'était comme si ce type avait été utilisé par son chef comme une sorte de messager. Face à l'envoyé du président russe, il voulait seulement faire passer un message. Ce n'était pas une conversation entre deux personnes qui veulent résoudre un problème. Ce type ne voulait rien résoudre du tout. Les Occidentaux se rendent à l'évidence. Kadhafi est le maître du jeu à Tripoli et pense bien le rester. Malgré tout, des initiatives politiques continuent encore un temps.
elles ont été toutes repoussées par le colonel Kadhafi, qui n'imaginait pas un instant, on revient à l'aveuglement, avoir à négocier sa reddition, puisque il pensait que de toute façon personne n'irait jusqu'au bout et qu'il était toujours plus puissant, alors qu'il était déjà, sa situation était déjà plus fragile. On avait maintenu des lignes directes. J'ai eu plusieurs conversations avec des responsables du régime de Kadhafi. C'était en permanence, s'il vous plaît, faisons un deal. Mais personne, à la fin des fins, personne, aucun d'entre eux ne pouvait nous assurer que Kadhafi était prêt à se retirer ou qu'un groupe dans le premier cercle était prêt à aller le voir et à lui dire « Maintenant, il faut que vous partiez pour le bien du pays ». Depuis le début, j'étais convaincu qu'il n'y avait pas de solution diplomatique avec Kadhafi. Lui, il voulait gagner du temps, il voulait jouer. Je ne crois pas que ma mission ait échoué. Le seul type qui ait échoué, c'est Mouammar Kadhafi. Parce qu'il se battait contre la réalité, contre le monde réel, contre la réelle politique. Il se battait contre sa propre nation et contre la communauté internationale. Kadhafi a tout de même quelques vraies raisons d'espérer s'en sortir. Le mois du Ramadan est là, puis ce sera la rentrée de septembre et le dossier de la crise économique qui va monopoliser les énergies. Les Occidentaux ont-ils les moyens de poursuivre cette guerre au-delà de l'été? En accord avec leurs alliés de la coalition, les Français donnent le feu vert au CNT pour déclencher le plan de la prise de Tripoli. Il fallait que cette opération réussisse. C'était l'unique espoir de décapiter le régime. Si on échouait, Dieu nous en préserve, alors on aurait été soumis à toutes sortes de pressions politiques. J'étais moi-même prêt à démissionner, à quitter la scène sur le champ en cas d'échec. Là, il y a une sorte de fébrilité à l'Élysée. On sent que l'issue est imminente, c'est la poussée finale. Et en même temps, il y a une grande angoisse. Comment est-ce que ça va se passer dans Tripoli? Ils étaient très préoccupés par la sécurité à Tripoli après l'opération. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez faire pour éviter le chaos? Ce genre de questions. On n'avait pas de réponse. On leur disait seulement, on n'en sait rien. Le plan était prévu pour être déclenché après la rupture du jeûne du Ramadan. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde est occupé chez soi, à dîner ou à prier. Autour de 14 heures ce jour-là, j'ai reçu un appel du chef d'état-major qatari disant qu'il venait de recevoir un appel du quartier général de l'OTAN. Il vous demande de repousser le plan à nouveau. J'ai dit, pas question. Je ne peux pas appeler les gens dans la salle des opérations à Zintan ou à Tripoli. Il me tuerait. Il m'a dit, oui, mais l'OTAN insiste. J'ai répondu, écoutez, si je les appelle, je suis sûr qu'ils vont me raccrocher au nez. Mais je vous promets que je vais passer le coup de fil. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où je leur ai dit, l'OTAN dit que, blouf, le téléphone était coupé. Depuis les montagnes de Nefouza, ainsi que depuis la ville de Misrata, les rebelles foncent sur Tripoli. Alors que les premiers combats éclatent, Kadhafi se trouve encore dans sa capitale. Mohamed Kadhafi m'a appelé. Il m'a dit que son père souhaitait me parler. Et comme il y avait des combats là-bas, on entendait des bombes. Il m'a dit, il ne peut pas vous parler longuement, parce que l'OTAN pourrait découvrir où il se trouve et nous envoyer un missile. Le colonel Mouammar Kadhafi a parlé en arabe. Son fils a ensuite traduit. Il m'a dit, Kirzan, je veux dire par votre intermédiaire que je n'abandonnerai pas le pays. Beaucoup disent que je vais fuir. Je suis ici à Tripoli et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sang.
Kadhafi m'a dit encore une chose importante. Kirzan, je n'ai plus confiance dans les pays occidentaux. Si tout se termine normalement, je n'aurai plus aucune relation avec les démocraties occidentales. Pourquoi? Parce qu'en 2003, nous avons signé un accord. J'ai renoncé à mon programme d'armement. Je n'ai pas acheté de fusées. Je n'ai pas développé de programme nucléaire comme la Corée du Nord. Au lieu de cela, les pays de l'OTAN, eux, s'armaient. Ils sont venus et là, ils me bombardent. Et maintenant, que pensent les pays du tiers-monde, d'Afrique, d'Asie, les petits pays d'Europe aussi? Ils pensent qu'il faut s'armer. Et l'Iran maintenant se dit, à quoi bon rester sans rien faire? Il me faut la bombe atomique, et ainsi de suite. Les cellules dormantes prennent les points clés. Puis les milices rebelles, appuyées par des centaines de forces spéciales de plusieurs nations, parmi lesquelles de nombreux Qataris, investissent la capitale libyenne. On a commencé à y croire lorsque les gens du Djebel Nafoussa sont descendus sur la côte et ont coupé la route de Tripoli vers la Tunisie. Mais la prise de Tripoli, c'est une surprise, c'est moins d'une semaine de combat. Le régime a finalement effondré plus vite que était raisonnable de l'envisager. Voilà. Je pense qu'on avait aussi surévalué la solidité du régime. Le 24 août, après de durs combats, le palais de Kadhafi et son dédale de fortification est pris. Le dictateur déchu, lui, est introuvable. Tripoli est aux mains du CNT, mais aussi de dizaines de groupes armés de toute la Libye. Plus ou moins disciplinés, rétifs à l'autorité du CNT. Ils entendent obtenir leur part du pouvoir. Il y a même un invité non prévu. Abdelhakim Belhadj, l'ancien djihadiste, qui se proclame chef militaire de Tripoli devant les caméras de la chaîne qatari Al Jazeera. Quand ils sont entrés à Tripoli, ils étaient accompagnés de la chaîne Al Jazeera. On a tout de suite senti qu'il y avait un complot. Nos forces nous ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'accord là-dessus. Ils étaient mieux armés, mieux financés, totalement soutenus par les médias, comme si tout cela avait été préparé de longue date. Belhadj, dont les forces reçoivent des armements lourds et des fonds en provenance du Qatar, sur l'aéroport de Tripoli tombé entre ses mains. Pour peser sur la nouvelle Libye, l'émirat a choisi de s'appuyer sur des islamistes avec lesquels il a des proximités idéologiques, aux grandes dames des Occidentaux, qui soutiennent eux un CNT qui peine à asseoir son pouvoir sur Tripoli. Une sourde guerre d'influence a commencé. On a bien senti que le Qatar penchait en faveur de certaines factions politiques. Nos alliés occidentaux, je ne crois pas qu'eux-mêmes s'y attendaient. Ou alors, ils nous auraient avertis. En tout cas, c'est ce que je pense. Nous, en tout cas, on ne s'y attendait pas. La question de Belhadj et des islamistes, c'est un sujet sur lequel il faudra se pencher quand il sera temps. Est-ce que nos alliés qataris se sont un peu trop appuyés sur la fin sur cette mouvance-là? Est-ce que ça a déplu? Il n'y a aucune ombre entre la France et le Qatar. Voilà. Kadhafi se réfugie à Sirte, sa ville natale, avec son dernier carré de fidèles, où il résiste encore 2 mois.
à la chute de la ville, il tente de fuir. Il n'est plus qu'un homme traqué, dont la survie retarde la fin du conflit. On ne savait pas que le colonel Kadhafi était à bord de ce convoi armé. Un convoi armé, c'est une cible légitime, parce qu'il peut menacer les civils. Parmi les avions disponibles dans le secteur, il y a un avion français, et en effet, ce tir a désorganisé les fuyards et qui sont partis un peu en sauf-qui-peut général, et c'est dans ce sauf-qui-peut général que Kadhafi a été retrouvé dans les conditions que l'on sait, et avec une fin qui est à l'image du caractère tragique qu'il a donné à sa vie et qu'il a choisi lui-même finalement. Je prie votre savoir une réaction à la mort de M. Kadhafi. L'objectif, c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. L'action qui a été engagée a permis cette espérance. Pour éviter des massacres annoncés, au nom aussi de la réelle politique, l'Occident, et au premier rang la France, ont précipité la chute du colonel Kadhafi. Tantôt son meilleur, tantôt son pire ennemi. À l'issue de ce combat à mort, reste une Libye à l'avenir incertain. Entre démocratie espérée ou dictature islamiste redoutée.